Salut la Team BK. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur des studios de RMC à la rencontre de Loïc Tanzi. L'occasion pour moi de me confronter à un journaliste professionnel et pour vous d'en découvrir davantage sur le métier. Voire, pourquoi pas, créer de nouvelles vocations. Allez, trêve de bavardage et bonne vidéo. Eh bien la Team BK, cette fois-ci nous sommes accompagnés de Loïc Tanzi qui est journaliste chez RMC Sport, qui va nous parler football mais aussi de sa profession. Ouais. Et ça va être un super échange pour moi, apprenti journaliste, justement de découvrir un journaliste bien plus confirmé que moi. Ouais. Et il y a un petit peu de pression quand même de mon côté, il y a un petit peu de pression. Pour moi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Écoute, on se retrouve de l'autre côté, hein, on ne fait plus l'interview, on est interviewé, donc c'est vrai que, particulier. C'est vrai qu'en fait, au final, on se retrouve de l'autre côté, c'est pas exactement le même exercice. C'est pas la même chose. Bah écoute, je vais te laisser te présenter. Une présentation assez brève déjà pour qu'on comprenne un peu qui tu es. Donc moi je m'appelle Loïc Tanzi, je travaille pour RMC depuis août 2017. Ok. Je travaille pour Goal et pour Eurosport avant. Et je suis le Paris Saint-Germain pour RMC, l'équipe de France de foot. Et je fais aussi tout ce qui est mercato, football de jeunes et toutes les informations qu'on pourrait avoir, essayer de gratter un peu le maximum d'informations qu'on pourrait avoir dans le foot ici à RMC. Ok, ça marche. Alors dis-moi, comment tu es tombé dans le journalisme ? J'ai toujours voulu être journaliste. Alors, vraiment, la base de chez base, je voulais être tennisman. Okay. J'adore le tennis. C'est mon sport numéro 1 avant le foot. J'ai fait beaucoup de tennis. C'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. J'adore le tennis. Je suis un vrai fan de tennis. Je fais encore un peu de tennis avec des amis. Donc, je voulais être tennisman. J'ai fait 11 ans de tennis en prenant des cours collectifs et individuels. Et j'ai pas réussi, comme souvent. J'avais pas le niveau pour être tennisman. J'ai fait un peu de foot. Et les premiers souvenirs de moi jouant au foot, c'est moi qui joue au foot dans le jardin de mes grands-parents en commentant les matchs. C'est-à-dire que je jouais tout seul avec un ballon et je m'amusais à commenter les matchs. Quand je jouais à FIFA, par exemple, je commentais mes matchs de FIFA ou à PES. Quand j'étais petit, je commentais mes matchs de FIFA ou de PES. Donc, tout petit, j'ai toujours eu la vocation de faire journaliste parce que j'estimais que c'est le seul métier, hors être footballeur ou être tennisman, qui pouvait m'apprendre ce qui se passait vraiment dans le milieu du sport. Okay. Et qui pouvait me faire rentrer dedans. Et en fait, moi, j'avais envie de comprendre comment ce milieu fonctionnait et d'être en plein dedans, quoi. Et donc, c'est le métier qui m'a de suite, j'ai voulu choisir ce métier quand j'étais petit. Ok, ça marche. Alors, tu nous as parlé brièvement de Goal. Ouais. Donc, avant RMC, il y avait Goal. C'est là que tu suis le Paris Saint-Germain, que tu suis l'équipe de France. Quel souvenir tu gardes de cette expérience ? Alors là, j'ai commencé Goal 2015. Donc je suis sorti d'école en 2013, donc je fais 2 ans avant d'arriver à Goal. Et tout de suite, Goal crée un poste donc, de correspondant PSG. Goal, si vous voulez, c'est un site internet qui est en France, mais qui est traduit dans 15 langues dans le monde entier. Okay. Et donc il y a un gros réseau mondial, et il voulait un correspondant à Paris pour suivre le PSG, qui en 2015 était encore au début de son gros projet. Et il fallait quelqu'un vraiment pour incarner le Paris Saint-Germain dans le réseau mondial de Goal. Donc ils m'ont donné cette opportunité. Et moi, j'avais 25 ans, je suis né en 90, donc 25 ans en 2015. Première expérience, vraie expérience de journaliste, où on me fait confiance. Et tu débarques dans un club énorme qui est celui du Paris Saint-Germain. Et j'en garde que de très bons souvenirs, parce que très vite, je fais les déplacements en Ligue des Champions. Je me rappelle, au mois de novembre de la première année, je vais au Real contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Je vais à Malmö pour le retour de Zlatan à l'époque à Malmö chez lui en Suède. Donc très vite, j'ai de très belles expériences à vivre au Paris Saint-Germain. Et c'est la première année que je fais, moi, c'est l'année du 3-5-2 de Laurent Blanc à Manchester City. Et c'est là-bas que je découvre pour la première fois la force de l'information. Parce que c'est la première grosse info que je sors, c'est le 3-5-2. De Laurent Blanc, où la veille sur Goal, on écrit que le PSG pourrait jouer en 3-5-2. Et c'est là où je découvre que avoir ses propres informations, sortir ses propres informations, ça a un pouvoir qui est beaucoup plus important que simplement suivre un club et suivre un peu les mouvements qui se disent. Mais c'est moi ce que j'ai toujours voulu faire, comprendre encore une fois ce qui se passait. Et donc ma première année à Goal à suivre le PSG a été... reste encore pour moi la meilleure année avec le Paris Saint-Germain. Alors il y a une question qui m'intrigue un petit peu, c'est quand on se retrouve dans ton cas où tu développes des relations avec des joueurs, je suppose que tu es assez régulièrement en contact avec eux, est-ce qu'on arrive à garder l'objectivité du journaliste alors que finalement les joueurs, on les côtoie de plus en plus, peut-être même que ça devient des amis ? C'est une très bonne question que je me pose souvent aussi.
J'essaye de le mettre en relation aussi avec d'autres parties du journalisme, la politique notamment, ou d'autres sports. Je trouve que dans le foot, on est peut-être encore on est encore les plus objectifs par rapport aux joueurs, parce qu'on est peut-être ceux qui ont le moins de relations avec les joueurs, ou avec les sportifs. Ok. Parce que je trouve que dans d'autres sports, il y a plein de sports, les sports olympiques, notamment, le tennis peut-être un peu moins parce qu'ils sont quand même vachement éloignés. Le rugby aussi, ça tend vers le football. Mais on est peut-être le sport où on a le plus de distance avec les joueurs parce qu'on a le plus de barrières entre nous et les joueurs. On a les agents, les clubs, les attachés de presse dans les clubs, les directeurs sportifs dans les clubs, les présidents, parfois même les agents de communication qui sont là pour les joueurs. Je prends un exemple, le Messi qui est au PSG. Entre moi et Messi aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 10 ou 15 personnes. C'est impressionnant. Il y a toujours beaucoup de joueurs, personnes autour des joueurs. Donc oui, il y a des joueurs avec qui on a des affinités un peu plus importantes. Parce que moi, par exemple, qui suis le football des jeunes, moi j'aime bien voir les jeunes un peu plus tôt, découvrir leur histoire, savoir comment ça se passe pour eux, leur formation, connaître l'environnement familial, savoir comment se passe leur développement. Parce que j'estime que quand ils arrivent chez les pros, je les connais, je connais l'humain, je connais la famille, je connais l'entourage, l'agent, etc. Et je sais d'où vient le joueur, je sais ce qu'a fait le joueur avant, et je m'estime plus objectif d'en parler. Okay. Mais pourtant, je suis plus proche du joueur que quelqu'un qui va en parler à RMC. Donc est-ce que parce que je suis proche, je ne suis pas objectif? Là, pour le coup, pour moi, parce que je suis proche du joueur, je suis plus objectif, parce que je le connais. Et parce que je sais par où il est passé, je sais... En fait, moi, j'estime qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à ceux qui nous mettent des barrières avec les joueurs, parce que j'estime que mieux tu connais le joueur, mieux tu connais son histoire, mieux tu sais ce qui se passe pour lui, mieux tu racontes l'histoire aux gens. Okay. Aujourd'hui, quand on dit qu'un joueur il est nul, par exemple, qu'il a fait un mauvais match, très bien, on regarde les matchs, on dit qu'il est nul. Si tu connais le joueur, tu peux savoir plein de choses. Tu peux savoir qu'il vient de devenir papa, qu'il ne dort plus. Tu peux savoir qui s'est blessé et qui joue blessé. Tu peux savoir qu'il s'est fait larguer par sa meuf. Je sais pas moi, tu peux savoir qu'en ce moment, son père est malade, je sais pas, sa mère est malade. Il peut y avoir une tonne de trucs que tu peux savoir. Et parce que tu es proche du joueur, tu peux expliquer ça aux gens. Tu peux dire, ok, moi je suis pas là pour vous dire... en fait, moi j'aime pas dire qu'un joueur il est nul ou il est bon. C'est pas mon rôle. C'est le rôle des consultants à RMC. Par contre, je suis là pour apporter de la connaissance aux gens. Et ensuite, c'est les gens qui se font leur opinion par rapport à ce que je leur apporte. Moi, si demain on me dit Messi il est nul, et moi mon rôle, ça serait de venir dire ok, il est nul, tu dis qu'il est nul, voilà quelques éléments. Ensuite, si tu penses encore qu'il est nul, même avec ces éléments, l'opinion de chacun est respectable. Mais moi, je suis là normalement pour apporter cette partie-là, la partie entre ce que tu vois et ce que tu vois pas. Et si tu connais pas le joueur, cette partie-là, tu ne peux pas l'apporter. Donc mon métier, il est de plus en plus difficile à faire parce qu'il y a trop d'obstacles avec les joueurs. Ok, je comprends. Alors, on peut dire que tu es un spécialiste du mercato. Ouais, j'essaye. C'est encore plus difficile. Moi, je le dis en tout cas. Ouais. Est-ce que tu t'en lasses pas de traiter l'information du mercato continuellement? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis j'aimerais bien basculer sur autre chose? Franchement, oui. Ouais. Franchement, oui, parce que le mercato, je pense que c'est encore la partie la plus dure du métier de journaliste. Parce que tu es confronté tout le temps à des gens qui ont un intérêt contraire au tien. Moi, ce que je dis toujours quand je rencontre des gens, quand je parle avec des gens, c'est moi, je travaille vachement à la confiance. C'est-à-dire quand j'ai des gens qui me donnent des informations, je dis toujours les mêmes personnes aux gens. Je dis, si toi, tu es là pour me donner une fausse information dans ton intérêt, notre relation, elle peut pas durer. J'ai dit, il faut que toutes les infos que tu me donnes soient justes et avérées. Derrière, elles seront vérifiées de toute façon. Donc avant qu'elles soient publiées sur RMC, je vais savoir qu'elle est fausse. Donc ton intérêt va pas être bon. Et il faut que toi, tu aies confiance en moi. Quand moi, je te dis quelque chose, je sais pas, par rapport à demain, on va faire une interview sur RMC. Si je te dis, écoute, là, pour l'instant, cette semaine, c'est pas le bon timing pour nous. La semaine d'après, il faut que tu aies confiance en moi dans ce que je te dis aussi, dans la façon dont on gère une relation. Et le mercato, c'est le plus dur parce qu'il y a trop de personnes qui ont pas cet intérêt-là, tout l'intérêt des gens aujourd'hui. L'intérêt d'un agent, par exemple, aujourd'hui, pas tous, parce que je m'entends bien avec beaucoup d'agents, mais l'intérêt d'un agent aujourd'hui, c'est de donner une information pour que lui, derrière, il ait un gain par rapport à cette information. Okay. En vrai, si demain, il y a un agent, il vient me dire « mais si signe au Paris Saint-Germain »,
la donner avant qu'il signe officiellement, lui, l'agent, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt à la donner. Parce que ça va rien lui rapporter, à part le club qui va l'appeler et lui dire pourquoi c'est comme ça. Donc après, dans le mercato, il faut trouver des sources aussi secondaires. Je sais pas moi, des serveurs dans les hôtels, des mecs qui travaillent dans les aéroports, des mecs qui travaillent dans l'immobilier, qui peuvent donner des infos. Et souvent, l'agent ne doit servir qu'à aller confirmer cette information. Ok. On doit arriver avec l'info secondaire et dire à l'agent, voilà, j'ai cette info-là. Ça va sortir. Ok. Tu me confirmes, tu ne me confirmes pas. Est-ce que c'est ton travail à toi d'aller vers ces personnes, ces sources secondaires comme tu dis, d'aller vers ces personnes-là, ou alors c'est une personne annexe qui fait ça et qui ensuite te relaie l'info? Non, là, sur le mercato, bon, je ne suis pas tout seul sur le mercato. On a tous les correspondants à RMC, on a aussi des gens qui travaillent avec moi ici à Paris. Chacun, en fait, cherche ses sources, et après on confronte nos sources, et on essaye de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, démêler les vrais du faux. Et c'est très dur, là. Je prends un cas particulier. Typiquement en ce moment, Zidane au PSG, c'est du mercato. Et c'est très compliqué parce que vous avez la parole de ceux qui travaillent au club, qui vont vous dire quelque chose, mais qui forcément ne peuvent pas tout vous dire officiellement parce que, imaginez, je ne dis pas que c'est la vérité, mais imaginez, il y a des discussions avec Zidane aujourd'hui au PSG. Ceux qui sont au club aujourd'hui ne peuvent pas le dire, il y a un entraîneur en place. Ils ne peuvent pas aussi officiellement dire oui, on a une discussion avec Zidane. Donc il faut trouver des sources secondaires. Mais là, encore une fois, les sources secondaires, ce n'est pas des sources qu'on peut qualifier de fiables à 100%. Donc on ne peut pas partir avec une information d'une source secondaire. Donc là, il faut qu'on soit plusieurs à travailler sur le dossier. Il faut qu'on confronte justement immobilier, aéroport, ceux qui travaillent dans les hôtels, etc., qui peuvent voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Et non, là, pour le coup, c'est travail perso à faire. Mais chaque journaliste le fait, et ensuite on confronte nos sources, et on essaie de savoir la vérité. Okay. Est-ce que ça arrive d'avoir une information bien en amont et de finalement pas la diffuser parce qu'il y a des vérifications à faire, ou juste c'est pas le bon timing, je sais pas, on est d'accord avec le club, le joueur, et d'avoir ce sentiment un peu de frustration de ah mais l'info j'ai envie de la donner quoi. Ouais, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Il y a aussi je pense, et très honnêtement, je pense qu'il y a aussi des intérêts pour la boîte des fois à pas sortir toutes les informations. Ça arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé moi depuis le début où j'ai eu des informations, soit ici, soit dans les clubs, on m'a dit bon écoute, nous ça nous arrangerait. On te dit jamais en fait non, la sors pas, parce que si jamais moi quelqu'un m'appelle et me dit écoute, sors pas l'information, à part si c'est le big boss ici, mais à qui je n'ai jamais parlé, moi, il n'a aucun pouvoir de me dire sors pas une information. Par contre, une personne elle peut te dire oui, est-ce que tu peux attendre un peu le timing pour nous, c'est un peu compliqué. Ou je sais pas, par exemple, imagine on est jour de finale de Ligue des Champions, tu as une information, une grosse info qui tombe. Si tu appelles le club, tu les préviens, tu vois là on a certaines grosses informations à sortir. Peut-être que le club va te dire franchement attends demain, là on joue ce soir, finale des champions, s'il faut on va être champion d'Europe, attends demain. Donc dans ce cas-là, tu peux éventuellement attendre le lendemain, mais quand tu as de grosses informations, si l'information elle est avérée, si tu es 100% sûr de toi, franchement, attendre plus de 2-3 jours, c'est très risqué. Parce que, encore une fois, si moi je suis au courant, tu peux avoir plein de personnes au courant, et donc l'information peut sortir ailleurs. Ouais, ça s'entend. Est-ce que, alors, avoir des connaissances dans le football, le sport de manière générale, mais toi dans ton cas, notamment dans le football, c'est essentiel, mais qu'est-ce qu'il faut d'autre justement pour faire ce métier? Je pense justement que les connaissances en foot, c'est pas le principal. D'accord. Le principal, c'est la curiosité. C'est pour moi la chose numéro 1. Il faut que tu sois curieux. Parce que si tu n'es pas curieux, tu vas louper ce qui va te mettre en alerte en fait. Je sais pas, une curiosité, ça peut être, tu vois sur un match Mbappé qui est pas bien. Si tu dis il est pas bien, tu finis ton match, tu rentres chez toi, le lendemain tu fais autre chose, tu passes à autre chose, bon bah tu en restes là. Être curieux, c'est dire il est pas bien, j'ai envie de savoir pourquoi il est pas bien. Donc je vais travailler demain, je vais appeler des gens pour savoir pourquoi il n'était pas bien. Donc déjà la curiosité, ça va t'amener à être meilleur dans ton métier. Ensuite le relationnel, il faut aimer parler aux gens, il faut aimer écouter les gens, il faut être très disponible. C'est le plus dur franchement quand on veut faire de l'information. Aujourd'hui dans le foot, je parle du foot parce que c'est ce que je connais, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres sports, mais dans le foot, il faut être disponible et être prêt à écouter les gens. Ok. Là ça soulève une question, tout ça, c'est... Là, on est dans les bureaux d'RMC. Ouais.
Mais à quel moment tu retires ta casquette de journaliste? Quand tu quittes les bureaux, est-ce que tu es Loïc Tanzi, la personne, ou toujours le journaliste? J'ai l'impression qu'en fait, le journaliste ne s'arrête jamais. 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 Mais là, tu soulèves un problème qui est très important, c'est la vie privée. Moi, j'ai la chance d'être marié. Je connais ma femme depuis que je suis à la fac, donc depuis très longtemps. Elle m'a connu avant que je fasse ce métier. Elle m'a toujours connu en ayant envie de faire ce métier-là. Mais du coup, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui comprend que ce métier est très important pour moi. D'accord. Parce qu'elle a su que j'ai toujours eu envie de faire ça. Elle a vu que j'ai travaillé pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais dans ce métier-là, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent divorcées, plusieurs fois divorcées, parce que c'est un métier extrêmement prenant. C'est une drogue en fait. L'info, c'est très vite une drogue. Parce que la moindre information, et quand je te dis la moindre, ça peut être au début, moi franchement, pour un transfert de national, des fois je me rendais malade. Okay. C'est-à-dire au début, je sais pas moi, sans manquer de respect au club, parce que c'est des clubs que j'apprécie, mais un joueur qui passe de Annecy à Avranches, je me rendais malade, quoi. Je me disais, comment j'ai pas pu avoir cette information. Et maintenant, avec le recul, tu sais que si tu as l'information, tu es content. Si tu l'as pas, tu sais quand même que c'est pas des informations où on va te juger, où on va te... mais ouais, moi je suis un boulimique de l'info et c'est vrai que ça peut être un problème aussi parce que des fois tu prends beaucoup trop de temps pour des petites informations. Mais pour moi, il n'y a pas de petites informations. Pour moi, la moindre information est une information. Et en fait, oui, un joueur d'entre Annecy à Avranches, ça va intéresser 100 personnes. Mais en fait, en la donnant, j'estime que ces 100 personnes, c'est pas parce qu'il y en a 100 ou 10 000, en fait, les 100 personnes, ils ont le droit d'avoir les infos qui les intéressent aussi. Et c'est aussi pour moi un gros problème dans les médias aujourd'hui, c'est qu'on accorde trop d'importance à ce que veut la masse. C'est-à-dire, normalement, bien sûr, on doit faire de l'audience pour vivre, pour avoir de l'argent, pour payer tout le monde à RMC. L'audience, c'est important. Mais je trouve qu'on devrait trouver un juste milieu entre ce qu'on fait comme pour de l'audience et notre devoir d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'estime qu'encore une fois, les 100 personnes que ça intéresse, ces 100 personnes, elles ont le droit d'avoir l'info qui les intéresse sur RMC. Et s'il faut, dans ces 100 personnes, il y en a peut-être 50 qui ne seront pas intéressés par le transfert de Messi au PSG et qui seront intéressés que par le transfert du mec qui va quitter leur club à Annecy. J'estime que ces 100 personnes, elles ont aussi le droit d'avoir ces informations-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Après, c'est peut-être ce côté passionné où tu as été passionné très vite de sport et tu te rends compte que... alors, tu es de Nice, il me semble, c'est ça? Nice, tout à fait. Alors, j'ai vu que tu avais fait un stage, justement, tu as commencé comme ça, tu as fait un stage pour... alors, j'ai plus l'hebdo de Nice, la Gazette de Nice? Ouais, un petit journal à Nice, en 4e ou 3e, je crois. Ok, ça remonte. Ouais. Et est-ce que tu vois, c'est peut-être d'avoir vu les médias un peu plus locaux qui t'ont fait garder en fait cet état d'esprit que localement une information est aussi importante? Là pour le coup le stage n'était pas très bien passé parce que c'était une semaine d'observation que je devais faire et j'ai fait que 2 jours. Je suis parti à l'hôpital, ensuite j'ai eu un souci de santé. D'accord. Et j'ai fait que 2 jours justement, et pour te dire à quel point j'étais passionné par le journalisme, le médecin voulait m'hospitaliser et j'ai refusé de me faire hospitaliser en disant non, j'ai un stage à terminer. Incroyable. Et vous refusez, et c'est mes parents qui m'ont obligé à me faire hospitaliser. Et finalement, ils ont eu raison, je me suis opéré du cœur quand même dans la foulée. Ah oui, d'accord, ok. Ils ont quand même eu raison, mais je voulais pas me faire hospitaliser parce que je voulais continuer à faire le journalisme. Mais après j'ai enchaîné pas mal de choses. Au lycée, j'ai eu la chance pareil de travailler dans une petite radio qui s'appelle Fréquence K, autour de Nice. Au début, j'allais souvent au stade à Nice ou à Monaco. Il y avait une émission de sport tous les samedis soirs qui s'appelait Le Café du Sport. Et il me prenait au stade, en fait, au téléphone. Il me disait, toi, comme tu es à Nice et à Monaco au stade, on te prend toutes les semaines et tu nous racontes un peu ce que tu vois au stade, quoi. Une sorte de correspondant, pas payé. Moi, j'étais au lycée. Et un jour, le mec qui présente l'émission ne pouvait plus assurer tous les week-ends et a proposé Fréquence K, c'est spécial, c'est dans une église, donc c'est le prêtre qui gère la radio, a proposé au prêtre en disant voilà, j'ai un petit jeune qui est dans une émission qui veut faire journaliste et qui pourrait me remplacer le samedi. Et donc en fait j'ai commencé comme ça en faisant une émission le samedi soir de 20h à 23h, je ramenais tous mes potes
On faisait une émission tous les samedis dans une église sur Fréquence 4. On faisait un genre de multiplex de Ligue 1, un peu de l'after-foot de ce qu'on voulait faire, tu vois. Et ça a été ma première vraie expérience. Et en fait, je conseille à tous ceux qui veulent faire journaliste de commencer dans un tout petit média. À chaque fois qu'on me demande, je dis à tout le monde, oui, très bien, RMC, l'équipe, le Parisien, BIN, Canal+, qui tu veux, ce sont des gros médias, c'est super. Mais si tu as des stages à faire, fais-les dans les tout petits médias. Parce que moi, mais dans le premier journal où je l'ai fait, les 2 jours où j'ai fait, ils m'ont publié un article quand même. Après, j'ai fait un stage chez ActuFoot, qui est un truc de foot amateur dans le 06, mais dans d'autres départements aussi. Où pareil, j'ai fait des stages et j'ai été publié. J'ai fait une petite radio, je passais à l'antenne. Je veux dire, si tu fais un stage RMC, c'est génial parce que tu vas voir des stars, tu vas voir Jérôme Bretagne, tu vas voir Vincent Moscato, Roland Courpis, tu vas voir des stars. Mais ce que tu vas faire dans le cœur de métier va pas être si intéressant que ça. Parce qu'on va te faire des petites conneries en stage. Alors que si dans un petit média, ils vont avoir besoin de toi. Donc ils vont te faire des vrais trucs de journaliste. Ils vont t'amener dans la rue, découvrir des gens, faire des reportages. Et c'est là où tu apprends. Donc si vous voulez faire journaliste et que vous avez des stages à faire, moi je conseille toujours petit média. Ok. Petit média. Ok. Moi c'est là où j'ai appris. Et en fait, dans ton CV, stage à RMC, c'est bien. Mais si tu mets stage, moi par exemple, stage à ActuFoot, et je mettais derrière, voilà les liens de mes publications, voilà ce que j'ai fait, voilà mes reportages radio, voilà mes émissions. J'avais gardé des émissions sur les cassettes, voilà mes émissions que j'ai fait avec mes potes. À l'époque, moi dans l'émission, j'ai appris plein de trucs parce que j'étais présentateur, mais j'étais aussi derrière le producteur. Donc c'est moi qui lançais les sons, c'est moi qui suis derrière la machine, c'est moi qui lançais les pubs, c'est moi qui lançais les... Donc j'ai appris comment ça fonctionnait. C'est important ça, d'avoir l'aspect technique aussi. Producteur, c'est un métier aujourd'hui. Carrément. Les journalistes, producteurs. On a plein de producteurs RMC qui sont très talentueux, qui sont journalistes. D'accord. Et qui passent par la case production, qui produisent les émissions. Produire une émission, c'est faire le taf de journaliste, sauf que tu n'es pas à l'antenne. Tu es producteur derrière, mais tu cales des invités, tu choisis les angles avec le présentateur, avec les consultants. C'est un vrai métier. Mais il y a une partie aussi technique un peu derrière qui est différente. Non, oui, mon premier vrai stage, après, j'ai fait plein de trucs, mais le premier vrai stage dans un gros média, ça a été Libération. Mais j'ai choisi aussi Libération, enfin j'ai eu la chance qu'il m'a accepté, mais j'ai voulu aller à Libération aussi, parce que Libération, le service des sports, c'est 5 personnes. Donc il y a un besoin. Donc tu n'arrives pas en étant dans une grosse machine comme ici, et où tu vas être sur un côté, on va te dire, voilà, fais ça parce que moi je ne veux pas le faire, donc fais-le. Non, Libération, vous avez besoin. Je suis parti en reportage. J'ai été publié dans Libération alors que j'étais encore à l'école. Je veux dire, il faut chercher toujours le truc où il y a un besoin parce qu'on va t'aider à faire ce métier-là. Voilà la Team BK. Nous étions avec Loïc Tanzi. C'était un réel plaisir de découvrir son parcours et les clés de sa réussite, qui sont la curiosité, le relationnel et la disponibilité. Surtout, continuez à nous suivre pour découvrir des clés de la réussite et découvrir les meilleurs U21 du football amateur en France.